Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous pouvez bien entendu reprendre le fil sur cette chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce que ça nous aide bien sûr à faire que cette masterclass et ces sessions ouvertes soient connues et qu'il y ait le plus de monde possible. Donc, pour la petite présentation, ceux qui ne nous connaissent pas, on s'appelle Cashtory, on existe depuis 4 ans. Notre truc à nous, c'est qu'on est des financiers qui avons appris à faire des automatisations en langage Python pour automatiser notre travail de financier. On en avait marre d'être dans les fichiers Excel à faire des copier-coller, donc on a trouvé des techniques qui nous permettent d'automatiser le travail de production de données pour qu'on puisse se focaliser plus sur l'analyse. On a aidé pas mal de sociétés en France et à l'international à le faire. Et notre idée depuis quelques mois, c'est de diffuser notre savoir au plus grand nombre. Et donc, on a ces deux mots-clés dans Cashtory, éducation et automatisation, qui sont nos moteurs. C'est pour ça qu'on fait ces sessions avec vous aujourd'hui. Ce qu'on a donné comme fil rouge pour cette masterclass data et trésorerie, c'est une phrase qui dit « Le cash est roi, mais la data, c'est de l'or ». Le cash est roi, tout le monde connaît un petit peu ce dicton, je crois, dans le monde de l'entreprise. Cash is king. Donc, on entend ça souvent en anglais, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le plus important, en fait, pour pouvoir bien suivre son cash, c'est de bien comprendre comment récupérer sa donnée, comment l'analyser et comment automatiser la prise de décision ou la restitution d'informations qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. Donc, c'est un peu le fil rouge de cette masterclass et on va le détailler aujourd'hui sur la partie comprendre sa donnée bancaire. Petite, toujours en introduction, petite info un peu machine à café, même s'il n'y a plus trop de machines à café en ce moment avec le Covid. Il faut savoir que la donnée bancaire, c'est un sujet qui est hyper important et qui est déjà dans les news depuis hyper longtemps avec l'arrivée des fameux GAFA. D'avoir accès à de la donnée bancaire pour les GAFA, c'est hyper important parce que ça permet encore en plus d'asseoir leur hégémonie. Et ce qu'il faut se dire, c'est que l'accès à cette donnée bancaire a été possible, est devenu possible via l'interopérabilité des applications via les API. Donc, on va reparler un petit peu plus tard des API avec Martin, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un enjeu stratégique pour toutes les plus grosses sociétés du monde aujourd'hui d'avoir accès à de la donnée bancaire. Les GAFA ont même certains comme ambition, comme Facebook, de créer des monnaies. Je ne sais pas si vous avez suivi dans les news récemment, Libra, qui est la monnaie de Facebook, a un petit peu fait remuer les foules, puisque créer une monnaie, ça veut dire beaucoup de choses en termes de pouvoir et d'hégémonie de l'entreprise, et c'est potentiellement dangereux pour les consommateurs. Ce que j'aime beaucoup dans cet article du fondateur de Paylead, Charles de Gastine, c'est qu'il met en avant le côté important des entrepreneurs. En fait, les entrepreneurs ont leur rôle à jouer dans l'accès à cette donnée bancaire, puisque si on ne laisse pas toute la place aux GAFA, mais que les entrepreneurs que vous êtes peut-être commencent à s'approprier comment récupérer ces données bancaires, on pourra créer des services qui seront beaucoup plus proches des clients et du besoin que ce que pourront nous proposer les GAFA, puisque des entrepreneurs locaux qui comprennent beaucoup mieux leurs besoins locaux pourraient créer des services beaucoup plus pertinents. Ce qu'on va faire aujourd'hui, et alors là, accrochez-vous, on va commencer par de la technique, mais la technique qui va nous être expliquée par Martin, notre directeur technique, donc il va essayer de nous raconter une histoire autour de l'API pour qu'on comprenne d'où viennent les API. On va notamment parler du modèle REST. Donc, le modèle REST, on va détailler ce que c'est. On va ensuite faire l'état de l'art des API bancaires. On va expliquer, en gros, quelles banques ont aujourd'hui mis à disposition une API bancaire claire et documentée de manière ouverte sur Internet et celles qui ne l'ont pas fait. On va faire un petit rappel de ce qu'on a dit la semaine dernière sur DSP2, qui est une directive européenne qui consiste à harmoniser la manière dont les banques peuvent nous donner accès à notre information. Et on va rentrer un petit peu dans le détail de décrypter qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va récupérer comme données bancaires, pourquoi on va aller chercher certains types d'informations, qu'est-ce qui va être important pour nous. Gwen va intervenir pour nous parler de en quoi c'est important pour Conto d'avoir créé une API qui soit claire, documentée et qui permette d'accéder à la donnée facilement. Et ensuite,
On va passer sur le cas pratique avec Florent, qui va nous reprendre le flux qu'on avait établi ensemble la semaine dernière pour pouvoir rentrer un peu plus en détail sur comment on est passé de la donnée brute de l'API Conto à de la donnée préparée pour notre relevé de compte augmenté. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si c'est clair pour tout le monde, vous pouvez me mettre un petit pouce en commentaire et on peut enchaîner sur la suite. Alors, je vais donner la main maintenant à Martin. Martin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Je vous entends et je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Super. Tu as l'air au soleil en plus, tu as l'air pas trop mal. Je me suis mis dehors pour être plus au calme. Super. Écoute, du coup, Martin, ce que tu vas devoir nous expliquer en langage de Moldu, hein, on n'est pas des informaticiens, nous, on n'est pas des développeurs, globalement. Il va falloir que tu nous racontes un petit peu l'histoire des API pour que simplement tous les gens qui sont présents avec nous aujourd'hui puissent comprendre d'où ça vient et où est-ce qu'on va avec ces systèmes d'API. Donc, on t'écoute. Pas de souci. Je vais essayer de faire le plus clair possible. Du coup, un petit peu pour vous refaire l'historique des API et de ce qu'on va parler ensemble. Globalement, en fait, les API, c'est le système qui permet d'interconnecter des systèmes via une requête réseau, donc via Internet, globalement. Comme vous allez sur un site web, des services peuvent communiquer entre eux via une URL. Et jusqu'à les années 2000, on va dire 2010, cette communication, elle se faisait de manière un petit peu non structurée. C'est-à-dire que chaque service qui voulait exposer de la donnée à un autre service, elle exposait un petit peu ce qu'elle voulait, de la manière qu'elle voulait, et il n'y avait aucune norme là-dessus. Et donc ça a créé un bordel monstre sur Internet qui fait qu'à chaque fois qu'on voulait se connecter à un autre service, c'était énormément de travail et très long. Et du coup, cet échange était basé était basé au début sur des fichiers XML. Donc, quand on voulait accéder, par exemple, à une liste d'utilisateurs, on avait mon API slash, donc dans l'URL utilisateur, par exemple, et ça retournait un fichier XML avec la liste des utilisateurs, avec des champs aléatoires, des noms et des clés nommés comme on voulait. Voilà, donc ça, c'est Bref. l'exemple qu'on vous a mis en présentation. C'est un fichier relativement difficile à lire quand on est un humain, mais c'est surtout ce que tu nous dis, en fait, c'est que c'est hyper flexible, quoi. Tout le monde pouvait faire sa propre norme, en fait. Ouais, en fait, il y avait personne qui avait écrit sur le sujet de. Enfin, c'est un sujet assez neuf, hein, les API, l'interconnectivité. Donc, personne avait normé ça, personne n'avait pensé à le normer. Donc, chacun avait fait un peu sa popote qui allait bien pour son service à lui. Mais dès qu'on voulait interconnecter des services, ben, chacun avait mis le champ email en majuscule, tout en majuscule. L'autre, il avait mis que le E en majuscule. Il y en a un autre qui avait mis que en minuscule. Il y en avait un qui avait Ouais. mis un tiret. Enfin, bref, je vais pas tous les faire, les exemples, mais globalement, c'était vraiment pas simple. Et donc de là est né deux choses. Donc déjà, il y a un papier qui a été écrit par Greg Fiedel. Alors j'ai peut-être écorché son nom, mais si vous tapez qui a inventé le modèle REST, vous trouverez. Et du coup, lui, il a écrit un papier sur lequel où il propose donc de créer un modèle qui s'appelle le modèle REST, appuyé sur une norme qui s'appelle CRUD. Donc si tu veux passer au slide suivante, voilà. Et donc l'idée est très simple, c'est que c'est un modèle logique qui semble, on va dire, tangible pour un être humain normal. Il n'y a pas besoin d'être développeur ou de bosser dans telle compagnie pour comprendre. Si on va sur une URL qui s'appelle slash utilisateur et qu'on fait une requête de type get, eh ben, on va récupérer la liste des utilisateurs et en général au format JSON. Pourquoi au format JSON? Parce que c'est un format plus simple qu'XML à interpréter et qu'en plus on a pu le normer grâce à un truc qui s'appelle le schéma.org. C'est un site, une organisation qui propose des schémas basiques pour plein de choses. Par exemple, un utilisateur, le champ email, c'est toujours nommé pareil. Enfin, on se base sur ça en général pour créer nos schémas et ce qui fait que c'est interopérable assez facilement. Tout le monde peut proposer des schémas sur ce site, par exemple. Pour revenir, oui, donc là, tu as montré le JSON, c'est parfait. Pour revenir au modèle CRUD, donc du coup, ben, en fait, on a créé plusieurs choses. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit pour get des utilisateurs, c'est get, donc pour les récupérer. Pour ajouter un nouvel utilisateur, ça va être post, put pour en mettre à jour un et delete pour en supprimer un, ce qui est très très logique, mais qui n'existait pas
avant ce papier, en général, tout se faisait en requête POST parce on avait dans la tête que envoyer une requête, c'était la poster au serveur. Et du coup, tout était POST et puis tu faisais comme tu voulais dans ton modèle utilisateur. Et du coup, bah, c'était extrêmement difficile d'avoir des systèmes interopérables puisqu'il fallait du développement custom pour chaque. Donc, en fait, on est en train d'essayer de remettre un peu de normes et d'organisation d'un point de vue mondial sur toutes les applications qui existent. Exactement, exactement. Et ça, en fait, ça en a fait découler plein d'autres stratégies. Donc, le modèle REST, une fois que le papier a été posé et que des gens ont vu que ça avait vraiment comment dire, un vrai point positif d'avoir un modèle normé, tout le monde s'est mis à le faire. Donc, on a arrêté de créer des API XML toutes pourries et custom pour se rapprocher d'un modèle très normé. Donc, Ouais. beaucoup de développeurs se sont mis à appliquer ça par facilité, on va dire, puisque une fois qu'on en a fait une, bah, ça se ressemble facilement les autres, et donc du coup, tout le monde gagne du temps. Euh, et de là est découlé une deuxième chose, c'est qu'en fait, dans les banques, qui avaient le même problème que les autres développeurs, hein, il y a des développeurs aussi dans les banques, ils se sont dit, mais ça c'est génial, parce qu'on a des problèmes chez nous d'interopérabilité, et en plus, si on veut ouvrir à d'autres nos systèmes, ben, ça va être extrêmement dur si on n'a pas de normes. Et du coup, c'est un peu de là qu'est né les fondements de la norme DSP1 et la norme DSP2, qui est en cours d'application maintenant et qui permet de rendre les systèmes interopérables. C'est ça. Et on en a parlé la semaine dernière. Vous savez que c'est compliqué parce que les banques, elles ont beaucoup, beaucoup de mal à s'y mettre. C'est un gros, gros sujet stratégique pour toutes ces banques. Et, euh, et donc là, c'est clairement, merci Martin, un sujet hyper important qu'il faut qu'on rappelle. Toutes les données bancaires ne sont pas accessibles de la même manière. Il y a des banques qui sont en avance, il y a des banques qui ne sont pas en avance. Il y a une directive européenne qui est là depuis 2018 qui nous dit vous devez vous harmoniser, mais le temps est long. Donc, on a fait notre petite étude et on en avait un petit peu parlé la semaine dernière, mais on n'avait pas détaillé énormément. D'ailleurs, Jean-Christophe, si tu es avec nous, tu verras qu'on a reconsidéré notre classement sur CIC. C'est un classement qui est purement subjectif. Hein, et on n'est pas payé par les banques ni Conto. Hein, personne nous donne de l'argent pour pouvoir dire quoi que ce soit. Et en fait, à partir du moment où on sait qu'on pourrait l'expliquer à quelqu'un, ça veut dire que la documentation, elle est quand même relativement bien pensée et bien faite. Donc, le CIC a fait du boulot, la Conto aussi en a fait, et il y a d'autres banques qui ont carrément décidé, donc si on regarde la slide suivante, de ne pas du tout donner accès à leur documentation. Donc, on peut même pas regarder comment BNP a organisé son API bancaire. On ne peut pas regarder non plus comment Boursorama, qui est pourtant un acteur digital hein, par la Société Générale, on doit se connecter pour pouvoir accéder à leur documentation. Donc, pour nous, c'est un premier frein à l'accessibilité de la donnée bancaire. Et il y a d'autres bons élèves, des meilleurs élèves. On a parlé de CIC. Donc, CIC, là, qui a une interface qui est relativement difficile d'accès pour un non-développeur. C'est quelque chose où tout de suite, on va rentrer dans des choses un peu obscures. La page n'est pas très bien designée. Ça fait un petit peu peur d'arriver sur ce genre de page. Et il y a des élèves qui sont un peu meilleurs et qui ont fait un effort, qui ont fait un petit peu l'extra mile, le chemin de plus qu'il nous fallait pour pouvoir être un petit peu comme chez nous et se retrouver dans des standards qu'on connaît. Donc, c'est une jolie documentation avec sur le côté une table des matières, à l'intérieur une documentation qui est plutôt bien écrite avec du texte et pas simplement des liens pour faire des requêtes, parce que souvent dans les documentations techniques, on jette des bouts de code par-ci par-là, mais il n'y a pas forcément de texte pour expliquer la logique derrière. Là, vraiment, la banque Conto a fait un boulot assez intéressant, on trouve, pour pouvoir rendre cette documentation lisible et accessible pour des développeurs, mais aussi pour des analystes comme nous qui avons envie de récupérer cette donnée bancaire pour pouvoir faire une automatisation de relevé de compte. Donc voilà pour la petite introduction sur les relevés bancaires. Donc on va ensuite passer la main à Gwen, qui est Head of Acquisition chez Conto et qui va un petit peu nous raconter qu'est-ce que c'est Conto, d'où c'est né et quelles sont leurs orientations un peu stratégiques autour de l'API pour rendre leurs services interopérables. Donc bonjour Gwen, comment vas-tu ?
Bonjour Jérémy, ça va et toi? Ça va, super. Merci d'être là aujourd'hui. C'est hyper cool que tu puisses venir nous parler quelques minutes de Conto. Donc, merci beaucoup. Ouais, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous, enchantée. Du coup, pour vous présenter rapidement Conto, c'est une néobanque qui a été créée il y a à peu près 4 ans. Ça vient du coup des fondateurs Alex Pro et Steve Hanavi, qui avaient déjà monté une entreprise et qu'en fait étaient frustrés de par le service proposé pour les professionnels par les banques, d'un service client peu réactif, une UX et une facilité de gérer son compte en banque difficile, des difficultés d'automatisation justement de ces données bancaires. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et de révolutionner. Il y a encore d'autres choses, en effet, des tarifs aussi peu clairs. On paye un abonnement 20 € par mois et à la fin du mois, on se retrouve avec 50 € puisqu'il y a des frais à chaque commission de mouvement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute des clients, transparent sur le pricing et toujours un pas en avant pour faciliter la donnée bancaire et automatiser au maximum tout ça. Donc, Ok. c'est ça un peu la mission de Conto, c'est d'aller au-delà en fait du compte bancaire quotidien et de mettre en pilote automatique la gestion financière pour les TPE-PME en France bien sûr, mais aussi en Europe. Et pour ça, en fait, on ne peut pas non plus tout faire puisque gérer ses finances, c'est aussi beaucoup lié à gérer sa comptabilité, gérer sa trésorerie, etc. Donc, l'idée, c'est aussi de se connecter à d'autres outils, d'être hyper compatible pour qu'il n'y ait pas de retraitement manuel, de fichiers CSV à télécharger, à remettre en XLS, etc. Puisque l'idée, c'est vraiment de faire gagner du temps aux dirigeants de TPE-PME et aux directeurs financiers aussi de ces entreprises-là. Donc, du coup, en fait, vous, dès le début, si je comprends bien, votre stratégie, ça a été de rendre votre système interopérable, quoi. Donc, l'API, ça a toujours été au cœur de votre stratégie, en fait. Exactement, parce qu'au cœur de la stratégie, on veut vraiment mettre l'open banking. Donc, c'est vraiment l'interconnectivité avec d'autres services, on va dire. Donc, ça, c'est hyper important. Et aussi, on sait qu'on a certaines entreprises, comme ce que vous faites, vous, Cash Story et NAS, qui ont des développeurs et sont hyper avancés avec leurs données bancaires. Donc, en fait, l'API, elle a deux clients finaux, je veux dire, chez Conto, à la fois les CFO, CTO d'entreprises qui veulent faire des choses hyper avancées avec leurs données bancaires, leurs données financières, et des partenaires potentiels pour pouvoir se connecter facilement. Là, on a intégré PayFit pour payer ses salariés en un clic. On a intégré aussi Pennylane sur la trésorerie pour aussi gérer tout ça en un clic avec la comptabilité. Donc, c'est à la fois côté partenaire et à la fois côté client, en documentant, en ayant aussi les métadonnées qui se récupèrent automatiquement, la TVA, les labels personnalisés, puisqu'on est une néobanque, certes, mais on est une boîte tech à la base. Ouais, je vois. Et donc, du coup, la DSP2, cette fameuse réglementation européenne, vous suivez un petit peu ce qui se fait là-dessus ou c'est quoi en fait? Vu que vous êtes déjà un petit peu compliant, vous savez que vous avez déjà quelque chose qui soit dans l'état de l'art, donc vous suivez Exactement. quand même la réglementation? Oui, nous, c'est très important parce que les régulateurs en Europe peuvent nous mettre en danger à tout moment si on ne respecte pas certaines normes. Et Conto, petit nouveau, aura plus de mal à résister que BNP qui est là depuis longtemps. Donc, on est vraiment très, que ce soit là-dessus ou sur la fraude, le blanchiment d'argent, on essaye de faire notre maximum parce qu'on ne veut pas avoir une amende, se faire taper dessus. On veut vraiment être exemplaire sur ça. Donc c'est super important pour nous. Et d'ailleurs, l'API, en fait, c'est un des points qui a été identifié, qui est dans notre roadmap de 2021 pour continuer à l'améliorer au fur et à mesure, que ce soit côté développeur, côté automatisation des données et côté partenariat. Okay. C'est un axe stratégique de notre côté. Et puis, combien de personnes qui travaillent sur l'API? On a une équipe qui fait ça? Ouais, voilà, on a pour ceux qui connaissent un peu les boîtes tech, nous, ça s'appelle pas des squads, mais des CFT chez Conto, Cross-Functional Team, et du coup, un product manager et 2 à 3 développeurs
et aussi bien sûr un designer pour pouvoir avoir une UX impeccable pour les utilisateurs finaux. Bah, en tout cas, merci parce que pour nous, ça a été hyper facile de se connecter à l'API. On a pu récupérer assez simplement les données sans se creuser la tête hyper longtemps. Donc, bravo pour le travail que vous avez fait, Gwen. Et du coup, on a hâte de voir ce que ça va donner à la suite de Conto parce que vous êtes sur une trajectoire qui est impressionnante. Vous faites combien de nouveaux clients là, par an? C'est quoi votre croissance en ce moment? Je peux pas vraiment dire. Là, on a plus de 130 000 clients du coup sur 4 pays, France, Espagne, Italie, Allemagne. Et ouais, on a été créé il y a 3 ans et demi, on va dire. Du coup, on essaye vraiment de prendre les retours pour s'améliorer au quotidien. Et justement, là, je regardais la roadmap produit pour les améliorations de l'API. Il y a vraiment des screenshots de retours clients pour essayer d'améliorer cette API. Donc d'ailleurs, Jérémy, Florian et Valentin, si vous en avez, on est hyper preneurs pour toujours s'améliorer. On va peut-être en avoir même plus que juste nous 4, puisque avec ce qu'on va montrer dans la suite de cette présentation, vous allez tous être capables, si vous avez un compte Conto. Et d'ailleurs, merci pour le compte de démo, parce qu'en fait, on va pouvoir vous passer un script qui a déjà accès à ces comptes de démo. On a eu l'autorisation de Conto de pouvoir vous passer ce script pour que vous puissiez tester par vous-même. Donc, c'est hyper important et merci encore de cette intervention, Gwen, puisque ça nous permet de faire un super exemple sur l'accessibilité à la donnée bancaire. Voilà. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Merci. On a hâte de voir la suite de votre présentation. Yes. Alors, on enchaîne. C'est parti. La suite, c'est que pour pouvoir commencer, il faut juste se dire qu'il y a 2 secrets qu'on va retenir. C'est pour agir avec une API, on doit être conforme au modèle REST, donc on doit pouvoir retrouver ces grands principes-là qu'on a évoqués tout à l'heure avec Martin, et on doit pouvoir du coup construire une URL, donc construire un lien web, l'URL vous connaissez tous, qui va nous permettre, quand on tape dessus, entre guillemets, on dit souvent ça dans le langage informatique, si on tape sur cette URL, on a un retour qui nous permet d'accéder à de la donnée. Donc, c'est aussi simple que ça sur les grands principes. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on doit savoir qu'il faut qu'on récupère? Qu'est-ce qu'on doit savoir et qu'est-ce qu'on doit récupérer de l'API? Donc, on doit récupérer d'une API bancaire 3 informations clés, 3 types d'informations clés. Le user ID, donc l'identifiant de l'utilisateur, et sa clé API, qui sont les clés de la porte. Donc, je m'identifie avec ma personne, le nom de mon identifiant et une clé API, donc une clé API spécifique, sécurisée, faite pour vous. Cette clé, c'est une clé qui est unique. Donc, ce n'est pas comme la clé de votre maison où quand vous avez une clé, vous pouvez la passer à tout le monde et elle peut être multipliée et tous les gens qui ont fait des copies de clés peuvent y accéder. Là, la clé, elle est vraiment unique à l'utilisateur. Donc, c'est un niveau de sécurité supplémentaire qui nous permet d'assurer qu'on puisse accéder à notre donnée bancaire de manière la plus sécurisée qui soit. C'est hyper important. Une fois qu'on a mis le pied dans la porte, ce qu'on va vouloir savoir, c'est quelles sont la liste des IBAN. L'IBAN, c'est la clé de votre compte, c'est l'identifiant unique de votre compte. Et sur la base de cet identifiant unique de votre compte, on va aller récupérer toutes les données qui sont associés à cette clé IBAN. L'IBAN, vous connaissez, c'est l'International Banking Number. C'est quelque chose de relativement internationalisé. Il n'y a personne qui ne connaît pas l'IBAN dans le monde de la finance, surtout côté bancaire. Et le petit plus du coup qu'il faut pouvoir récupérer, c'est les transactions. Donc, la liste de ces transactions va être donnée généralement par les API bancaires. Petite information importante. Quand on est sur une API bancaire, généralement, on ne récupère pas les positions. Donc, on ne récupère pas les balances. Donc, le fait que votre trésorerie évolue dans le temps, on appelle ça des positions. On en a parlé la semaine dernière. Mais ça, c'est pas forcément donné par les API bancaires. Pourquoi? Parce que on va partir du principe que cette position, c'est une somme de flux. C'est une somme de transactions. Donc, en fait, on peut toujours reconstruire des positions en faisant la somme des flux sur toute la période qui va nous donner la position en question. Donc, si je commence à 0 et que j'ai un flux de 100 et un flux de 200, ma position sera de 300. Donc, je peux reconstruire ma position sur la base de la liste de mes transactions. Et c'est ça qui est important. On ne va pas pouvoir récupérer toutes les typologies d'informations qu'on avait parlé au début. On avait dit qu'il nous fallait la position,
et les flux, et cette position, ça va être recalculé. Donc voilà, maintenant qu'on a dit ça, passons à la suite et regardons un petit peu plus en détail comment on accède dans Conto à sa clé API. Donc Conto, on a une panel administrateur qui va nous permettre de rentrer dans les paramètres. Donc je rentre dans mon compte, je vais dans paramètres, et dans le paramètre, j'accède à ça. Et donc, vous voyez qu'on a un identifiant, Conto test 9312, et une clé secrète qui est la fameuse clé API. Voilà pour la première partie de la connexion. Ensuite, on va vouloir regarder l'API bancaire, mais ce qu'on va vouloir faire, c'est regarder la liste des objets qui sont disponibles et qu'on peut récupérer via cette API. Donc nous, la semaine dernière, vous vous en rappelez, on a créé un relevé de compte augmenté sur la base d'une source Excel mise à plat, donc une source format base de données. On a voulu récupérer du coup, on va devoir récupérer, pardon, l'IBAN, la date, la transaction ID, donc l'identifiant unique de notre transaction, le label, la référence, le type d'opération, le montant et la devise. Vous voyez que les colonnes qui ne sont pas en jaune sont des colonnes qui vont être enrichies par notre script en Python. Donc, on va ensuite peut-être regarder ce que Florent nous a mis sur le nettoyage de la donnée. Ce qu'on a fait, c'est une mise au format des colonnes en majuscules, une transformation des champs, notamment sur la partie date de valeur. Faut savoir qu'il y a plusieurs dates. Il y a des dates d'opération, dates de valeur. C'est en fonction de quand est-ce que j'ai envoyé mon flux, quand est-ce que mon flux a bien été débité, etc. On ne va pas rentrer dans ce détail-là parce que la tendance, elle est à l'instantanéité. Donc, on va avoir de moins en moins de décalage entre les dates de paiement et les dates de valeur. Ça va être plutôt dans les entreprises bien établies qu'on va avoir tout ça et qui vont avoir surtout des sujets de transfert de devises. Et ça va nécessiter de bien gérer les différences entre les dates de valeur et les dates d'opération. Le débit ne va pas s'opérer au même moment que le crédit sur le compte de sa contrepartie. Mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail. On va regarder juste ces champs-là et se focaliser sur la création de notre relevé augmenté. Donc, Florent, je te passe la main et je pense que tu vas nous montrer ton écran avec le notebook que tu nous as préparé qui va nous permettre de comprendre comment tu es allé chercher la donnée de l'API pour la transformer et la mettre dans le format dont on a besoin. Tout à fait, tout à fait. Bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas vus. Et du coup, je vais vous montrer maintenant comment on a fait cette petite étape de l'API de Conto vers notre fichier Excel. Et donc, pour ça, je vais donc partager mon écran et je vais tout de suite aller me connecter sur l'API de Conto. Donc, comme vous l'avez vu, c'est une API qui est très bien documentée pour nous et qui va nous permettre de rapidement comprendre comment on va aller pouvoir récupérer cette liste de transactions. Donc, il faut savoir que quand on va arriver sur cette première page, donc il va y avoir toujours une introduction qui a été très bien faite. Et là, ce que j'ai voulu souligner et ce que je vous ai mis en valeur, c'est une chose en plus qu'on n'a pas évoquée dans la manière d'aller récupérer les informations, mais on va devoir, en plus de faire une requête donc, pour aller récupérer notre information, et comme vous pouvez voir ici, c'est bien indiqué avec des get, passer des métadonnées, et ces métadonnées, ça va être évidemment notre identifiant et notre clé secrète. Donc ici, Conto nous indique donc assez rapidement que dans notre requête, on va passer ce qu'on appelle des headers qui vont nous permettre de pouvoir nous identifier en tant que la bonne personne et pouvoir faire la requête sur notre compte. Donc, une fois qu'on aura fait cette étape-là, je ne sais pas si Martin, tu veux peut-être commenter ce que j'ai fait pour ajouter un peu de technique ou si c'est bon. Rien de bien compliqué, seulement pour les gens qui se projettent pas sur qu'est-ce que seraient les headers, c'est comme quand vous envoyez une lettre. En haut de votre lettre, vous mettez des choses qui permettent à la personne qui le reçoit de vous identifier. Et donc ici, nous, on va mettre des identifiants qui correspondent à votre clé API et votre login, qui va permettre à Conto d'être sûr que c'est bien vous, la bonne personne, qui demandez l'accès aux données de cet IBAN. Ouais. Voilà. Donc là, on va s'autoriser avec croissant SAS, c'est ça? Non, pas tout à fait. On va s'autoriser avec les comptes qu'on a montrés tout à l'heure, mais en effet, donc vous voyez ici, c'est très bien indiqué la manière de se connecter et les paramètres qu'on doit passer. Ensuite, ici, vous allez avoir toutes les possibilités à gauche de récupérer les informations. Donc, nous, on ne va pas aller dans le détail. On va surtout vouloir récupérer notre modèle transaction qu'on a affiché. Et comme vous pouvez le voir, et ce qui est très intéressant avec Conto, c'est qu'on va avoir
le modèle de données qui va être envoyé, qui va être détaillé. Et si vous voulez avoir le détail, tout est bien documenté. Donc, on va avoir, par exemple, ici sur la date, qui était un sujet, quelle est emitted at, quelle est exactement, qu'est-ce que veut dire cette date, dans quel format on va la récupérer. Et ça va être très intéressant, enfin, en tout cas pour nous, c'était très intéressant d'avoir rapidement accès à ça pour pouvoir derrière construire notre modèle de données. OK. Donc, une fois qu'on a récupéré ces informations-là, il va falloir qu'on récupère la liste de transactions. Et donc, pour récupérer ici la liste de transactions, donc, on va avoir une information qui va nous dire qu'il va falloir qu'on utilise un get. Et derrière, on va avoir ici toute une liste d'informations. Je vais passer assez rapidement, mais c'est détailler tous les champs. Et on aura la possibilité ici, donc, en cliquant sur Try it out, de voir à quoi doit ressembler. Donc, on parlait d'URL, de reconstruire une URL. On va voir à quoi doit ressembler notre URL pour pouvoir récupérer toutes les informations de la transaction. Donc, ici, c'est très bien fait parce qu'on a directement le lien URL et vous allez voir quand on va passer directement sur NAS comment on a fait pour pouvoir venir, donc, comme on dit, taper ce lien, requêter ce lien pour pouvoir récupérer les informations. Seulement, ici, donc, dans la requête, on nous dit qu'il va falloir ajouter les headers. Il va falloir aussi ajouter un paramètre qui est important, et on en a parlé dans la présentation, c'est le paramètre IBAN. Donc, l'IBAN, comme le disait Jérémy, c'est l'identifiant unique. Donc, c'est un identifiant qui est important, et pour ça, on va avoir une petite étape complémentaire. C'est comment récupérer l'IBAN lié à mon compte. Donc, je vous l'ai détaillé, je vous l'ai montré ici dans la documentation. Donc, pour récupérer l'IBAN dans notre compte bancaire, on va devoir faire une première requête qui va nous récupérer ici l'organisation, donc grâce à ce lien URL. Et derrière, grâce à notre récupération de l'organisation, on pourra récupérer notre IBAN et faire notre deuxième requête pour récupérer la liste des transactions. Donc, j'espère que ça a été. Je vais rentrer dans NAS pour vous montrer comment on va pouvoir réaliser tout ça. Donc, ce qu'on va faire finalement, c'est qu'on va détailler. Donc là, je vous remontre ce qu'on avait fait la dernière fois, notre script. On va détailler ici. Là, on était passé assez rapidement. Nous, on a fait des fonctions pour aller plus vite sur le statement detail. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer comment on est passé de pas à pas pour arriver jusqu'à cet état-là. Donc, en fait, la petite ligne que vous voyez là, récupérer de Conto, donc Qt pour Conto.statement.detail, c'est une préparation de la donnée qu'on a faite, nous, pour pouvoir récupérer tout de suite l'information dans le format dont on a besoin. Et c'est ce que Florent va vous détailler. Exactement. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va retourner sur notre script et on va essayer de détailler ici comment on a fait pour pouvoir récupérer cette information-là. Donc, comme vous pouvez le voir, la première étape, c'était de récupérer les informations sur mon compte. Donc, ici, je rentre mes deux informations, mon identifiant et ma clé API. On va avoir une autre information à ajouter, c'est le headers, comme je vous l'ai dit. Et comme on a pu le voir ici, donc dans notre page d'introduction, on a ici, voilà le format que doit avoir mon header. Je dois avoir mon login et ma clé secrète. Et on reproduit exactement la même chose ici pour pouvoir passer cette information, cette métadonnée, pour pouvoir récupérer la requête. Donc, la première étape, comme je vous l'ai dit, c'est l'étape pour récupérer notre IBAN. Et pour ça, on va devoir requêter un premier lien qui a été bien indiqué dans notre documentation Conto, comme vous pouvez le voir ici. On va venir chercher l'organisation pour récupérer ces informations. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié ce lien ici et j'ai remplacé, donc, évidemment, mon ID de l'organisation par le nom ici de mon compte test. Et une fois que j'ai fait cette étape-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser une formule donc en Python qui s'appelle une formule qui provient de la librairie request, où je vais utiliser donc le get, qui correspond bien aux normes du coup d'une API REST. Et dans ce get, je vais lui préciser mon URL, qui est celle-ci, et je vais lui préciser mes headers, qui sont ici. Donc, peut-être pour vous détailler, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer ici en Python pour vous montrer à quoi ça ressemble finalement
ces headers et cette API. Hop là. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors j'ai des petits soucis. Alors, je vais devoir rafraîchir. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se connecter. Voilà, exactement. Et visualiser mon header. Et donc, je vais pouvoir faire ma requête. Donc, dans ma requête, je vais avoir un résultat que je vais mettre au format JSON, donc ce que Martin parlait. Et on va pouvoir afficher ce résultat. Donc, ici, en faisant cette requête, on va récupérer les informations de notre organisation, exactement comme Conto nous l'avait dit dans sa documentation. Une fois qu'on aura fait cette étape-là, il nous faudra récupérer ici l'IBAN, comme vous pouvez le voir, qui va nous permettre derrière de récupérer notre liste de transactions. Ok, donc là, on va récupérer, une fois qu'on a ça, on sait qu'on peut prendre l'IBAN et on va maintenant demander l'IBAN. Exactement. Les transactions de l'IBAN, ok. Donc, on va passer par une petite étape de remise au format ici qui nous permettent de passer d'un dictionnaire à un data frame. Donc ça, c'est le format du format JSON qu'on voit ici, on vous en a parlé tout à l'heure, à un format tableau. Exactement. Et une fois qu'on aura fait cette étape-là, on va pouvoir retrouver notre IBAN ici en lui précisant, dans notre data frame, je veux récupérer mon IBAN. Alors là, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, mais on va le faire comme ça. Et là, j'ai mon IBAN. Okay. Donc, la deuxième étape a été faite. Maintenant qu'on a l'IBAN, on va pouvoir avoir notre clé pour pouvoir récupérer la liste des transactions. Et donc, pour cette liste des transactions, donc je vais retourner sur ma documentation. On va utiliser l'URL de Conto. On va lui ajouter des paramètres ici. Donc, ici, on a toute la liste des paramètres et je vais vous montrer comment on les ajoute. Et on va toujours lui ajouter les headers. Donc là, je repasse dans NAS. Donc ici, j'ai mon URL pour aller récupérer ma transaction. Je vais toujours faire mon get pour avoir l'URL. Et en fait, pour ajouter les paramètres, c'est une formule donc derrière mon URL où je vais mettre un point d'interrogation. Je lui précise le nom du paramètre, égal, et ma variable. Ok, donc en fait, tu vas chercher la partie transaction et avec le point d'interrogation, tu peux interroger les différents champs que tu veux récupérer, les différentes colonnes que tu veux récupérer. Exactement. Et là, donc peut-être que je vais le faire un peu plus simple ici en mettant le paramètre comme si c'était du coup l'URL. Donc l'URL, elle va ressembler à ça, exactement. Et c'est grâce à ça, donc là j'ai précisé juste de récupérer les 10 premières occurrences. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir récupérer les informations sur mes transactions. Et donc là, on a la liste des transactions en JSON, en format. Okay. Donc là, on va pouvoir avoir toute ma liste des transactions, donc qui va démarrer à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, on va pouvoir descendre et avoir ma liste des 10 transactions. OK. Sauf que, évidemment, ce qu'on a rajouté dans cette liste, c'est qu'une API de base, ça ne va pas vous donner toute l'information sur toute la liste des transactions, mais ça va vous donner un résultat limité par page. En l'occurrence, ici, la limite, c'est 100 par page. Donc, on va rajouter une petite fonction. Je ne vais peut-être pas aller trop dans le détail, mais du coup, vous aurez la possibilité de voir comment ça a été fait pour pouvoir comprendre. Donc là, je vous montre un peu le résultat avec les 10 lignes. Et une fois qu'on a fait ça, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir récupérer donc, sur chaque page toutes les informations. Donc, on va devoir créer un petit robot qui va venir prendre les 10 premières pages, les 10 autres et les 10 autres, c'est ça? Exactement. Donc là, je peux peut-être remonter juste rapidement pour vous expliquer. Donc, quand on a récupéré les informations sur les transactions, ici, on avait des métadonnées qu'on peut voir ici. Dans ces métadonnées, on avait le nombre d'informations par page, donc là, en l'occurrence, 10, et on avait le nombre de pages à venir requêter, donc 124. Donc, il va falloir faire 124 fois la requête, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui préciser, donc ici en paramètres, à chaque fois de changer de page, de passer de la page 1, 2, 3 jusqu'à 124. Donc, évidemment, quand on va passer avec sans occurrence, il y aura moins de pages, il n'y aura que 12, 13 pages à venir requêter, mais c'est ce petit robot qui va nous permettre derrière d'avoir le total de mes occurrences qui correspond à 1237 occurrences. Donc, on lui dit change de page, change de page, change de page jusqu'à temps qu'il récupère tout. Exactement. Okay. Et ça s'appelle une boucle en Python. Exactement. Donc, tu peux nous montrer la boucle. La boucle, elle va être ici. Donc, je vais pouvoir
donc effectue cette boucle. Et donc là, je vais faire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc faire ma requête, lui dire tant qu'il y a des pages suivantes, tu vas continuer à faire la requête et tu vas venir changer le numéro de la page à chaque fois. Donc ça fait partie des informations qu'on a récupérées de la documentation de Conto. Donc là, on a notre jeu de données avec les mêmes en-têtes de colonne que celles de Conto. C'est ça. Exactement. Donc, on a notre jeu de données avec les mêmes en-têtes, comme vous pouvez le voir. On a même aussi, quand on affiche ici notre data frame, le résultat avec les 1237 lignes, les 28 colonnes, comme indiqué dans la documentation de Conto. Donc, on est plutôt content et serein. On est sûr qu'on a pu récupérer toutes nos informations sur notre compte bancaire. OK. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ça? Une fois qu'on a ça, on va faire un peu de nettoyage et on va récupérer les informations qui nous intéressent. Donc, on l'avait montré. De la préparation des données, quoi. Exactement. Donc, on avait montré ça dans notre slide juste avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des formules assez simples ici déjà pour sélectionner les colonnes. Une fois qu'on a sélectionné nos colonnes, on va venir donc remonter, on va venir formater les colonnes en majuscules, renommer notre colonne date et on va effectuer une opération pour signer nos montants parce que, comme vous avez pu le voir, on avait un champ side qui nous indiquait débit ou crédit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer, donc si c'est débit, on va lui dire le champ va être multiplié par -1, et si c'est crédit, on va garder l'information. On va même pouvoir ajouter une petite étape de cleaning pour pouvoir ne pas avoir des éléments vides. Donc la quatrième étape, ça va être de recalculer les positions. Donc pour recalculer les positions, on va faire un peu de Python. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le champ date. Et ce champ date, en l'initialisant au format date, il va nous permettre derrière, donc grâce à une première formule, on va venir donc mettre dans l'ordre notre modèle de données. Et une deuxième formule, on va venir faire donc une somme cumulative sur du champ montant. On va pouvoir recalculer les positions. Donc, pour la partie par jour, si jamais vous vouliez juste avoir les informations des dates par jour, on a aussi la possibilité donc, de refaire cette mise en forme. Pour ça, on va réduire notre modèle de données en sélectionnant seulement les colonnes qui nous intéressent. Comme ici, on va refaire la même chose. Donc, un tri et un calcul. Et tout ça, ça va nous amener à un modèle de données ici avec des positions par date. Donc, on aura la possibilité de le faire sur n'importe quel champ qu'on souhaite pour pouvoir avoir des jeux de données agrégés. Et c'est à partir de ces jeux de données qu'on va pouvoir recréer donc, notre modèle de données. Et comme vous pouvez le voir ici, donc, on avait deux bases de données qui nous ont servi à créer notre relevé de compte augmenté, la base de données détaillée et la base de données agrégée. Voilà pour l'explication de l'API. Alors, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de questions. Est-ce que c'est bon, Jérémy? Est-ce que on peut répondre à des questions? En fait, on peut parler de ce qui est intéressant dans les commentaires, c'est CFONB 120, MT 940. Ça, c'est des formats historiques de relevés bancaires qui étaient communiqués. Donc, la banque envoyait sur un répertoire FTP, donc un répertoire, un serveur fait pour recevoir des fichiers. Elle envoyait les relevés de compte dans ce format. Ces formats MT940 ou CFONB, Philippe ou Jean-Christophe, ce sont des formats qui sont généralement issus de l'ancienne méthode, de la méthode XML. On le sait très bien, en fait, en tant que trésorier, les MT940, ils peuvent être sujets à interprétation. Ils n'ont pas forcément tout le temps les mêmes formats, ou les CFONB pareil. En fonction des banques, il peut y avoir des champs additionnels, etc. Du coup, ce qu'il faut juste retenir, c'est que pour pouvoir accéder, on a accès aux mêmes typologies de données, mais on n'a pas les mêmes formats, la même manière d'y accéder. Donc, ces informations, c'est vraiment, faut voir cette manière de faire comme une autre méthode pour accéder à la donnée que celle du MT940 ou du CFONB, mais où on a les mêmes données qui sont disponibles à l'intérieur. Pourrait-on demander à une banque d'envoyer à Conto les relevés au format API? Est-ce que Conto peut faire agrégateur pour d'autres banques qui n'auraient pas d'API? C'est ça ta question, Jean-Christophe? Je ne pense pas que ce soit dans la roadmap de Conto d'utiliser
Voilà. Sinon, non, en fait, c'est ça. C'est que sinon, c'est avec NAS, tu vas pouvoir faire ça. En fait, nous, notre idée, c'est de pouvoir faire ça sur Conto, mais faire ça sur d'autres banques qui ont des formats accessibles. Et donc, d'avoir, c'est cette notion d'agrégateur, en fait. Si tu veux, c'est ce qu'on disait au début, Jean-Christophe. Agréger les relevés, c'est le job de Budget Insight, de Bridge qui a été fait par Banking. Voilà. Mais le temps que les banques s'y mettent, exactement, on aura le temps de faire couler pas mal d'eau sous les ponts. Donc, il faut soit utiliser un agrégateur en amont si on a plusieurs banques, soit il faut avoir plusieurs scripts comme ça, plusieurs notebooks qui permettent de récupérer la donnée de l'API Conto, la donnée de l'API BNP, etc., etc. Est-ce que les données dans les API sont plus riches que les CFONB? Alors, oui, puisque en fait, on peut avoir accès à vraiment… l'idée derrière l'API, c'est de donner accès à tous les points d'entrée de données qu'on peut avoir. Donc, dans celle de Conto, on peut aller assez loin, en fait. On peut récupérer les pièces jointes. On va faire l'exemple des pièces jointes, là, pour vous montrer que c'est assez excellent. C'est qu'on peut regarder attachment. Le modèle attachment, c'est des pièces jointes. Donc, Gwen nous dit qu'on pourra peut-être faire agrégateur de compte B2B en 2021, mais je ne vous promets rien. Bah, c'est cool parce que du coup, ça pourra peut-être répondre à la question de Jean-Christophe. Cela dit, nous, on va pouvoir proposer cette manière d'aller la chercher avec le script aussi. Et l'idée, c'est de ne pas être bloqué, quoi. En fait, que ce soit de Conto ou que ce soit d'un script notebook comme on vous présente ici, l'idée, c'est de ne pas être bloqué et de pouvoir récupérer ces informations bancaires parce que c'est les nôtres, quoi, et qu'on a besoin de les récupérer. Donc, si le montage de le faire par un agrégateur d'une autre banque, ça peut être un peu complexe, mais voilà, en tout cas, tout est possible à partir du moment où on nous donne les clés de la maison et la manière de naviguer dans les différentes chambres que sont la base de données. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que du coup, pour pouvoir terminer ça, pour pouvoir un peu conclure, parce qu'il est déjà l'heure, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, on a pu voir comment récupérer de la donnée bancaire et comment la manipuler, comment on peut manipuler cette donnée bancaire qu'on a récupérée via API. Ça va nous permettre de choisir les colonnes et le jeu de données qu'on veut avoir en sortie. Et sur ce jeu de données de sortie, on va monter notre tableau de bord. Et on va pouvoir aller même encore plus loin, puisque sur les données qu'on récupère de Conto, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, et ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est la manière de catégoriser les flux et de les catégoriser selon vos propres règles. On ne va pas faire de l'intelligence artificielle pendant la semaine prochaine, mais on va mettre le pied sur une des premières briques qui permet aujourd'hui de faire de l'IA, qui est de la classification. Un des domaines qui est touché par l'intelligence artificielle. Donc, on va voir comment, en fonction d'une typologie de flux qui dit Uber Eats, et demain c'est Uber Eats 1 ou Uber Eats 125, ou avec des codes qui sont là, on va voir comment on peut faire matcher les informations qu'on a besoin de récupérer, d'aller chercher et d'analyser comment est écrit ce flux, quelle est l'écriture de ce flux pour pouvoir le catégoriser automatiquement dans notre relevé de compte augmenté. J'espère que j'ai été clair. La semaine prochaine, on va parler de catégorisation et d'affecter vos propres règles pour que vous puissiez créer votre propre relevé de compte. Si vous en avez, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur la petite minute ou deux qui nous reste. Mais sinon, si vous n'avez pas de questions, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ou en retour en privé ce que vous avez aimé ou pas aimé et ce que vous aimeriez apprendre ou pas la semaine prochaine. J'espère que c'était suffisamment riche et que ça n'a pas été trop technique puisque malgré tout, on essaye un peu ici de vulgariser. Nous, notre objectif, c'est de vulgariser l'accès à la donnée pour tous et de ne pas le garder juste dans les mains des développeurs, mais tout le monde peut aujourd'hui y accéder. J'espère que vous en êtes convaincus et la semaine prochaine, on rattaque avec la catégorisation de vos flux bancaires pour pouvoir avoir une analyse hyper précise et qui vous convient.